important que les praticiens en hypnose, des coachs, etc., se demandent dans leur discours ce qui vient de l'air du temps, ce qui est à la mode depuis peu. Vous prenez des descriptions de séances d'hypnose, on appelait à l'époque magnétisme, somnambulisme, au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle. Toutes les filles de la campagne qui se font hypnotiser, à un moment donné, elles voient la Vierge. Indiquer ses limites, c'est essentiel. Indiquer les limites de l'hypnose, c'est essentiel. Indiquer les limites du développement personnel, vu le délire que ça peut être, c'est vital. C'est même pas essentiel, c'est vital, c'est obligatoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Donc comme on l'entend, je suis toujours malade. Donc les M sont toujours complètement absents de mon discours. Mais le podcast n'est pas malade puisque nous l'avons enregistré en septembre et que j'ai mis un temps infini à le monter. Donc avec Yann, on aborde le développement personnel plus largement que d'habitude, les écueils qu'on peut trouver dans le développement personnel, les choses bien qu'on peut trouver dedans aussi, les limites, et puis je vous laisse écouter. Il y a à peu près 1h30 de podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Eh bien Yann, nous voilà pour l'épisode 2 de Amour, gloire et beauté. Voilà, le retour. Le retour de la force dans le défer. Le développement personnel n'a pas dit son dernier mot. Le développement personnel n'a pas dit son dernier mot, et comme sur le premier épisode on avait parlé magnétisme, on avait parlé aussi qu'on ferait peut-être un épisode 2 sur la loi de l'attraction, elle-même issue du magnétisme finalement, vu que nos pensées sont énergies qui vont nous amener à vibrer différemment. Bien sûr. Et à obtenir donc ce que tu penses. Et donc, prenez bien le soin de poser vos intentions pour cette émission, d'ouvrir vos chakras et de faire taire votre mental et tout esprit critique. Et rappelez-vous que la colère que vous pourriez avoir à notre rencontre prouve que vous prenez les choses trop personnellement. Ne rien prendre personnellement est quand même un des 4 accords Toltec. Donc, alors, rappelons ça. de- Détachons-nous. et de toute critique. Et comme disait ce matin, nous enregistrons aujourd'hui vers la mi-septembre 2023 sur les réseaux sociaux, une personnalité influente du monde de l'hypnose nous invitait à nous taire. Voilà. Donc, taisons-nous. Ça va être un super épisode. Donc, comme ça, taisez-vous et écoutez. C'est très bien. J'aime bien. On n'avait pas trop le choix, vu que voilà. Bon, on part tout de suite ironique, hein, nous sommes des gens très désagréables. Oui. Mais en effet, on va parler donc plus largement que la loi de l'attraction, dev perso. Et qu'est-ce qui fait, en gros, la question qui va nous mener, ça va être qu'est-ce qui fait qu'actuellement, il y a quand même une espèce d'idéologie qui nous guide, dirons-nous, dans le milieu de l'hypnose et dans les milieux d'accompagnants, en fait, plus largement, parce qu'en coaching, c'est exactement pareil, voire des fois un peu pire. Mm. Et pour ça, eh bien, évidemment, Yann, c'était toi qui devais revenir. Et puis pour une fois, pour une fois, on va proposer des points de vue qui vont au-delà de la simple critique du développement personnel. Bon, cette critique, c'est vraiment important de la faire, c'est vraiment essentiel de la faire, mais ça ne suffit pas. Alors, on pourrait en faire des tonnes et des tonnes, hein, des blagues sur le développement personnel, sur la crédulité, mais c'est pas ça le but. En fait, en vrai, dans tout ce qu'on va dire, moi, je me moque de personnes qui adhèrent à ces théories. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir pourquoi ces théories sont possibles. Et si ces théories touchent des centaines de millions de personnes, peut-être plus d'ailleurs, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a des besoins, c'est qu'il y a des manques. Et on va aller plus loin que ceux qui nous disent qu'il faut juste faire l'expérience en son cœur de telle ou telle chose. On va aller plus loin aussi que ceux qui légitimement proposent des critiques du développement personnel appuyées sur la philosophie, la socio, la psycho. Oui, c'est important. On fera peut-être un petit rappel de certaines choses là-dessus. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin maintenant et qu'on arrête en fait d'être pour ou contre. On va faire un pas de côté, on va regarder les choses. De temps en temps, ça ne nous empêchera pas d'être moqueur et mesquin, mais ça, vous nous connaissez. Et voilà. Euh, on va aller plus loin aujourd'hui et en vrai, je pense que cette émission, on va la finir en forme d'ouverture et d'invitation au débat et précaution d'usage. Euh, Beaucoup de personnes qui m'ont fait certains retours après le volume 1 de ce podcast sont partie prenante de deux manières
des idéologies, des doctrines, des théories du développement personnel. Et il n'y a pas à vous en vouloir, à vous fustiger de quoi que ce soit. Vous avez investi souvent beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans des formations, dans des achats de livres, de vidéos, de formations en ligne. Vous vous êtes même formé à certaines pratiques. Parfois, l'hypnose fait même carrément partie purement et simplement du développement personnel et ce n'est plus de l'hypnose. Et c'est donc très dur, ce qu'on va vous proposer avec Anna, de l'écouter. Si vous êtes simplement un consommateur de développement personnel ou un amateur de psychologie, et que vous n'êtes pas dans une phase de votre vie où vous êtes en état de remettre des choses en cause, il faut pas aller plus loin dans cette émission. C'est une émission, par contre, qui invite à une discussion entre collègues, des collègues qui, bien souvent, ont été très vite formés et qui ont accepté certains présupposés, certaines idéologies sans s'en rendre compte et avec toutes les meilleures intentions du monde. Moi, je pense qu'en vrai, dans ce monde du développement personnel, il n'y a pas tant de gourous que ça, mais il y a surtout beaucoup de suivisme, beaucoup de répétition, beaucoup d'automatisme et un manque criant de réflexion, mais ça n'a rien de se sentir supérieur, de dire oh, il y a les débiles d'un côté et ceux qui réfléchissent de l'autre. Ça, c'est l'impasse des personnes issues des sciences sociales, de l'université, qui sont souvent dans cette posture-là. C'est une posture stérile. On va aller plus loin aujourd'hui, donc on sait que ça va pas être simple pour certaines personnes, mais nous avons la responsabilité en tant qu'accompagnants de considérer ce qu'on propose à nos personnes et de vérifier que derrière les outils qu'on a appris, je sais pas, l'hypnose, le coaching, la PNL, etc., euh, quel, quel est le catéchisme qu'on essaye de faire passer aux gens et on s'en rend pas compte. Je vais vous donner juste un exemple pour rendre les choses plus concrètes et tu me diras ce que tu en penses, toi, Anna, mais moi, il y a bien souvent, je me suis opposé avec des collègues qui comprenaient pas pourquoi j'en avais rien à faire de vouloir être heureux. C'est pas dans mon système de valeurs. Et il y a des gens qui ont envie d'être heureux et qui poursuivent le bonheur comme quête. Et en fait, ils font bien ce qu'ils veulent. Ils ont bien raison si ça leur convient. Mais dans le développement personnel, il y a un certain nombre de motifs, de thèmes qui paraissent évidents. Il faudrait avoir des objectifs. Il faudrait se réaliser soi-même. Des questions que même certains psychologues posent en pensant être pertinents du type Anna Gallet, dis-moi, pour toi, quelle est la personne la plus importante? Et en vrai, bah, on va attendre que de dire que bah, c'est moi la personne la plus importante. Il faut que je Ah oui, pense c'est à moi. vrai. Oh là là, moi je pensais à mon mec. Merde! Encore loupé, je suis encore dans ma dépendance affective. Moi, je pensais à moi, mais bon, mais je pensais que les autres devraient penser ça. Ils devraient dire que De c'est moi. toi, c'est toi le plus important. Mais bien sûr. Les autres devraient. Non. Et en fait, il y a plein, plein, plein de réponses possibles et qui d'ailleurs passent parce que les théoriciens et les praticiens de la spirale dynamique ont bien analysé avec des histoires de stades de développement où on alterne des phases où on est centré sur soi et c'est nécessaire. C'est important, par exemple, à l'adolescence ou vers 3 ans, et puis des phases où on va être centré aussi sur les autres, on va intégrer les règles sociales, on va avoir envie d'autres formes d'interaction. Bon. Dans le développement personnel, il y a quand même tout un package culturel, idéologique, tout un tas de propositions qui vont infuser vos déterminations d'objectifs, par exemple. Si vous faites de l'hypnose ou du coaching ou de la PNL, des choses comme ça. Euh, Avoir des objectifs n'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Oui, clairement, ce qu'on croit à nous, comme vrai, ou voilà, ça va infuser dans notre façon de pratiquer et on va faire passer ces idées, ces croyances, cette idéologie, ce que tu veux, à nos clients sans le vouloir et des fois même sans s'en rendre compte. Personnellement, moi, la première, et comme tu dis, c'est des stades, hein, j'ai été à fond dev perso. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais génial. En plus, j'avais 20 ans, donc j'étais, tu vois, début d'adulte Je pense que c'est le bon finalement. âge. Pardon? Je pense que c'est un âge idéal pour ça. Oui. Alors j'avais lu, j'ai pas retrouvé les références, j'essaie de la retrouver pour la mettre dans la bio. J'avais lu des études qui parlaient de la pertinence d'initier les adolescents Mhm. à certains outils du développement personnel, notamment les outils d'avoir un objectif, il faut s'orienter, il faut penser à soi. Parce que c'est ce que j'avais constaté dans un précédent métier où j'étais enseignant avec des publics un peu en déshérence, on va dire. C'était vraiment important de les initier à l'idée de futuriser, de vouloir, d'avoir le droit d'avoir des objectifs, d'avoir des projets. Ça réveillait vraiment tout un tas de possibilités. Mais on était dans des choses très concrètes, très matérielles, très professionnelles, économiques. Bon. Et
ce genre d'idéologie de développement personnel est appelé avec la crise économique, avec les difficultés, à prendre de plus en plus de place. On verra pourquoi. En fait, plus il y a de précarité, plus il y a de difficultés et plus on va avoir envie de se réfugier dans ce que, désolé de citer quelque chose de si évident, mais Marx, ce qu'il appelait l'opium du peuple. Quand il parlait de la religion comme opium du peuple, il n'était pas là pour critiquer la religion. Il était là pour expliquer, en fait, à quoi ça servait. Bon, on aura le temps, je pense, dans l'émission d'évoquer les aspects où le développement personnel est une espèce de catéchisme de masse pour que les gens se la ferment, se taisent, ne revendiquent pas trop, essaient de trouver des solutions individuelles, donc au passage se torturent intensément eux-mêmes face à des situations où les problématiques sont contextuelles. Les spécialistes de la systémie, vous reconnaîtrez un peu ce qu'on est en train d'évoquer ensemble là. Donc, on est parti pour cette émission. Les fusibles ont été posés. Donc, le dev perso, nous, on était parti d'une émission où on était d'accord, pas d'accord. C'est une émission de France Inter, je crois, ouais, du temps de midi, le tour, je sais plus. Et où il y avait donc Heure de débat. l'heure du débat, ouais, je sais plus, on remettra le lien dans le doc. Où il y avait donc une sociologue et un entrepreneur. Voilà, Anthony Bourbon, l'entrepreneur, Voilà, Samia lumière, Karachi, voilà, la sociologue. Et où ils s'opposaient donc il y avait la sociologue qui disait que le dev perso rendait trop égoïste, trop centré sur soi et donc pas assez en lien avec le contexte, avec les autres, avec des fois peu d'altruisme, etc. Et que de toute façon, elle, son grand livre, c'est que le talent n'est pas inné et qui dépend beaucoup du contexte. C'est d'ailleurs très intéressant à entendre. effectivement. À l'inverse d'Anthony Bourbon, qui lui donc, est un entrepreneur qui a très très bien réussi et qui vient d'une famille, il me semble, pas super riche non plus. Extrême précarité, Voilà, extrême précarité. polarisée, forcément. Et donc, qui lui représente vraiment le dev perso dans ce qu'on peut appeler dans la performance, le si je veux, je peux. Et qui, en même temps, essaye d'insuffler sa De l'espoir, méthode à d'autres ouais. personnes. C'est un incubateur de start-up à lui tout seul, ce monsieur. Voilà. Donc, vraiment, c'est deux points de vue, moi, je trouvais hyper intéressants, mais ils n'ont pas pu discuter. Ça a été assez frontal. Oui, c'est parti en pique. Voilà. Mais comme souvent dans ces émissions, dans ces débats, c'est pour ça que j'ai envie qu'on propose de la nuance. Alors, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Tiens, je te propose qu'on fasse le petit jeu suivant. On va dessiner un petit peu l'anatomie des propositions du développement personnel. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux grandes catégories dans le développement personnel, qui à certains moments d'ailleurs se mélangent. Puis ensuite, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce sera qu'on fasse une espèce de sommaire des grands thèmes de critique de ce même développement personnel. Comme ça, on va plus facilement s'y retrouver, on saura de quoi on parle. Je propose aussi que toi et moi, quand on rentre dans un avis personnel qu'on identifie, on le dise, on le nomme, parce que voilà, moi j'ai envie plus qu'on s'autorise à prendre du recul, qu'on essaie de comprendre, parce que de toute façon, les approches frontales, bah, on l'avait vu avec le débat Karachi, développement personnel, c'est l'égoïsme, c'est à cause de vous il y a autant d'abstention aux élections présidentielles, par exemple, et désespoir social, et puis Anthony Bourbon, quand on veut, on peut. Bon, les deux se sont clashés, et en fait, peut-être on a besoin des deux. Donc, tu disais deux. Alors, le développement, ouais, le développement personnel avant de critiquer, enfin, de critiquer au sens, en faire la critique méthodique, euh, sans dire forcément ni pour ni contre, comme on peut faire la critique de l'hypnose, de sa méthode, de sa posture, de ses théories, voilà. J'ai identifié deux tendances dans le développement personnel. Il y en a une que certains appellent performative. En gros, devenir la meilleure version de soi-même. Bon, il y a des textes dès les années 1850 aux États-Unis. Le mot self-help apparaît d'ailleurs à ce moment-là. C'est des soi. On appelle ça aujourd'hui développement personnel, mais c'est autre chose. Mais en gros,
L'idée, c'est de développer l'individu, de développer ses capacités, de développer sa réussite sociale, sa richesse, son bien-être, son intelligence. Enfin, c'est vraiment étendre l'individu dans toutes les directions, renforcer l'individu. Alors à cette époque, l'idée de renforcer l'individu était perçue comme renforcer la nation. Aux États-Unis, on est à l'époque on est en pleine conquête du Far West. Il y a ces théories qui viennent du protestantisme qui disent que la terre donc appartient aux colons, pas aux Amérindiens, parce que c'est les colons qui la travaillent. Et on est dans une idéologie du travail. On est dans une idéologie où il y a eu une inversion récente dans l'histoire de l'humanité, parce qu'avant, le travail, c'était considéré comme un châtiment, c'était considéré comme quelque chose d'honteux. Les nobles n'avaient pas le droit de travailler. Eux, ils allaient payer l'impôt du sang, ils allaient à la guerre, ou ils allaient accomplir des œuvres caritatives, ou ils allaient briller. Ils allaient, en gros, l'idéologie du développement de soi avant la Révolution française, c'est celle de la prouesse, celle de faire de sa vie une œuvre. Mais on est dans des notions esthétiques, morales, mais pas dans des notions de profit. L'argent, on en a de l'argent, mais c'est mal vu, c'est tabou. Et d'ailleurs, à cette époque, ça a tellement infusé les sociétés catholiques qu'en France, avant la Révolution française, avec toutes les fêtes et interdits du travail religieux, on a plus de la moitié de l'année qui est chômée. On travaille pas. C'est des choses qu'on ne sait pas. L'essentiel de l'hiver était hiberné, en fait. À partir de ce qu'on appelle la saison de la glandée, c'est vers octobre, quand les glands tombent des chênes et qu'on va emmener les troupeaux, surtout des porcs en fait domestiques, manger. En gros, on fait des siestes sous les arbres. À partir de octobre jusqu'à février, en gros, on est en repos quasi total. On bricole un peu. De toute façon, on économise l'énergie, la calorie. Voilà, c'est pas des sociétés de l'abondance. Bon. Et puis avec le protestantisme, on va vraiment passer sur un autre stade. On est plus dans des systèmes d'entraide. Il n'y a plus de redistribution des vivres pour les pauvres. Par exemple, en France, depuis Louis XIV, l'école était gratuite pour les pauvres. Elle était payante, mais pour ceux qui avaient les moyens de se la payer. C'était les curés qui la faisaient, puisque c'était eux, les hôpitaux et l'éducation à ce moment-là. Et puis ils étaient petits curés de campagne, étaient avec ces paysans dans la même galère qu'eux. Hein. L'opulence était à d'autres niveaux de la hiérarchie. Puis grande révolution vers le XVIIIe siècle, mélange de l'arrivée des théories libérales, économiques donc, où les marchands veulent prendre plus de place, où la bourgeoisie est en train de... Alors la bourgeoisie, c'est pas un terme péjoratif, hein, c'est juste une catégorie sociale. C'est les entrepreneurs des villes ou de la mer, les entrepreneurs maritimes. Et eux, ils développent d'autres systèmes de valeurs parce qu'ils en ont marre de voir les nobles, en France notamment depuis Louis XIV, les nobles ne sont plus des chefs de guerre, les nobles ne vont plus à la guerre, les nobles désertent l'armée, les nobles en fait perdent ce qui justifiait leur existence comme caste privilégiée, exempte d'impôts. Ils ne vont pas payer d'impôts parce qu'il faut qu'ils se consacrent depuis l'âge de leurs 7 ans jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus marcher, ils doivent se consacrer à la guerre, ils doivent se consacrer à la justice, ils doivent se consacrer à l'organisation de leur domaine. C'est des administrateurs, c'est des justiciers, et c'est supposé être des guerriers. Mais depuis le XVIIe siècle, c'est plus le cas. C'est devenu une caste globalement parasitaire, d'où la Révolution française, etc. Et avec ce tournant-là, en fait, je suis désolé de faire comment dire, ce détour, ben, il va y avoir une revendication d'avoir le droit d'être quelqu'un d'autre. Ben, je ne suis pas noble, mais moi, je veux être officier dans l'armée française, dans la marine marchande, etc., etc. C'est étonnant hein, de se dire que Napoléon Bonaparte, avec les valeurs qu'il véhicule, va préparer lui aussi, pas tout seul, l'avènement du développement personnel. Napoléon Bonaparte, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un homme du peuple qui se fait, bon, c'est pas vrai, hein, mais qui se fait tout seul à la force du poignet, à force de travail, à force d'exigence. C'est l'incarnation du mérite. Ça sera un des modèles des écoles de la Troisième République, après les lois Ferry. Quand l'école devient gratuite et laïque et obligatoire, on a vraiment l'idée qu'il faut qu'on aille chercher tous les talents partout où ils sont, chez le petit paysan, chez l'enfant ouvrier. Et d'ailleurs, ça va être une époque où il n'y a jamais eu autant, jusque dans les années 60, en tout cas dans l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant d'ascension sociale qu'à un moment où il y a eu toute cette idéologie-là de travailler, s'accomplir par le mérite, rigueur, rectitude personnelle, enfin quelque chose de très... dont il reste encore des choses dans le développement personnel, la morale en moins. La morale sexuelle notamment, ou la morale autour du plaisir en moins. Bon. Donc en gros, il y a toute une tendance qui n'est pas d'hier et qui,
qui est autour de la performance et c'est surtout qui a été théorisé par les Américains, hein, par les milieux protestants américains, où il y avait vraiment l'idée que aide-toi, le ciel t'aidera. Si on devait vraiment résumer comme, comme cela la chose. Donc ça donne une idéologie du refus du partage, de la responsabilité individuelle. On ne peut pas imaginer un système de sécurité sociale, par exemple, de redistribution dans ces systèmes-là. On verra d'ailleurs qu'il y a des critiques très dures. Tu savais que Jacques Attali a écrit sur le développement personnel? Ah non, du tout. Jacques Attali, hein, pour situer pour les plus jeunes, conseiller politique, éminence grise depuis François Mitterrand, en gros, homme de publicité qui a créé pas mal de business. C'est un conseiller des grandes entreprises, c'est un conseiller des hommes politiques. Il a conseillé Sarkozy, il a conseillé Hollande, il a été un petit peu partout, il est encore invité régulièrement. Bon. Et lui, en fait, il a une espèce de mépris pour ceux qu'il appelle les résignés réclamants, c'est-à-dire les personnes qui, pour X ou Y raison, ont eu des accidents de vie, des accidents de parcours, et qui réclament le droit à la dignité, le droit de vivre une vie décente, donc qui appellent à une redistribution. Distribution de l'argent, c'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie de faire de politique. Voilà, mais juste pour préciser les choses, les idées qui viennent du développement personnel, elles sont pas là juste dans les rayons à la Fnac ésotériste, les extraterrestres, le paranormal, l'ufologie. La politique, il y a eu des politiques de déremboursement au Royaume-Uni au début des années 2000, et notamment jusqu'à David Brown. Ça a été analysé par une journaliste australienne qui a vraiment bien creusé le sujet, Barbara Ehrenreich, j'en parlais dans la première émission. Mais en gros, on est parti de cette idée qu'on était responsable de ce qui nous arrivait et que donc il fallait y aller. Il y a même ce qu'on a appelé, c'est pas que dans le protestantisme, mais dans certaines aussi tendances au XVIIIe siècle en France, dans le jansénisme notamment, ce qu'on a appelé le destin du pauvre, entre guillemets. En gros, notre business va fonctionner parce que Dieu nous aime. Et parce on s'est remonté les manches et qu'on a été méritant. Et puis si ça marche pas et qu'on n'y arrive pas et qu'on, je sais pas, bah c'est quelque part, c'est Dieu ne nous aime pas. C'est la double peine. On sera puni dans cette vie et dans la vie d'après si on est pauvre. Voilà. C'est une inversion complète des grands systèmes type islam ou catholicisme, orthodoxie. Bon, un grand détour, mais en gros, il y a toute une partie du développement personnel, c'est euh, nous, nous devons choisir notre vie. Voilà. Nous sommes responsables de notre vie et c'est une théorie un petit peu du ferme ta gueule. En gros, la responsabilité du changement, elle est interne, elle est en nous. Alors, si on utilise certaines méthodes, si on fait, comment on dit nous en PNL, de la modélisation, par exemple, eh ben, on va y arriver. Et c'est tellement centré sur l'individu qu'il y a énormément de propositions de plein, plein de personnes qui affirment avoir trouvé la méthode. La méthode pour surmonter la dépression, la méthode pour avoir des relations amoureuses heureuses, la méthode pour avoir l'abondance. Et là, j'aimerais vraiment tout le monde réfléchisse à ça. Pourquoi il y a autant de méthodes? Pourquoi il y a autant de propositions, d'outils, avec aussi peu de résultats dans le concret? S'il y avait ne serait-ce que 5% des lecteurs du développement personnel qui avaient monté leur boîte, qui étaient devenus indépendants, qui avaient attiré l'abondance qu'ils veulent, nous serions dans une autre société. Il y aurait eu des impacts gigantesques. Mais on attend toujours le livre, la méthode, la proposition qui fonctionne je dis même pas avec tout le monde, qui fonctionne avec le plus grand nombre. On n'y est pas. Et pourtant, on va rabâcher qu'il faut avoir une parole impeccable, qu'il faut se connecter à notre intention, voire même des propositions plus mystiques, chakras, énergie quantique, etc. Oui, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est Miracle Morning, loi de l'attraction, affirmation, visualisation, Toi, pour en être tant meilleur. qu'accompagnante d'accompagnant, à quoi tu le vois, ça, que il y a cette idée de responsabilité complète, totale, intégrale, même des livres qui parlent de ça, responsabilité absolue, yes sir. Ah oui, c'est le bouquin du militaire, là, Joko Willink. C'est intéressant, mais c'est hors sol aussi. Enfin, Mais c'est c'est que penser que comme ça, c'est très limitant finalement.
Oui. Si on voit que ça, si on voit que ce côté. Moi, Et avec nos collègues, notamment débutants, tu le vois à quoi ce côté à la fois. On rencontre tous les deux, hein, ouais, ouais, tous les deux, des collègues qui culpabilisent de ne pas y arriver. c'est ça. Énormément. Tu vois, j'en avais encore une ce matin. Qui trop chou quoi, qui après un truc d'arrêt tabac et un truc pour quelqu'un pour le poids, qui me dit mais je dois faire quoi maintenant? Je sais pas, tu les reverras à la séance d'après. Mais ils vont revenir, tu vois? J'ai pas remis de séance, moi je pensais qu'en une, ça passait, heu et si ça passe pas, c'est ma faute. C'est ma Bon, responsabilité, c'est pas la faute du client, parce que la responsabilité personnelle, du coup, elle va pas pour tout le monde. oui. C'est mais il y a ça, donc il y a ce truc de, «Je suis pas assez bonne, pas assez forte, vas-y». Et là, on voit un côté paradoxal et complètement schizophrénique, parce qu'il y a beaucoup de schizophrénie dans le développement personnel. À la fois, on est tous responsables Oui, individuellement de notre réussite, ok, très bien. Oui, mais là, c'est pas nous qui devons, c'est pas le praticien qui arrête ou pas de fumer ou qui perd ou pas du poids. C'est quelqu'un mais qui vient nous voir. et c'est là que tu as le deuxième des fois, deuxième sorte, ça va être les gens qui vont dire: «Oui, mais si il a pas arrêté, c'est qu'il était pas motivé». Voilà. Tu vois, ce truc-là de, «Oui, mais si elle a pas perdu du poids, c'est qu'elle était pas vraiment engagée, c'était que» oui, enfin, peut-être qu'elle a un contexte très compliqué, peut-être que toi, tu as fait de la merde, peut-être qu'il y a plein de choses qui font que ça Et avance pas. ça vaudrait vraiment le coup hein, qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on regarde le délire conceptuel de la chose. Moi, praticien, si je fais ce qu'il faut, si je m'aligne, si j'entends même, on entend même des phrases des fois du type se connecter à l'intention, ça veut rien dire, mais bref. En gros, le praticien, il a la responsabilité de changer l'autre. Donc Mmh. voilà. Mais à ce moment-là, alors, si on est tous responsables de nous-mêmes, pourquoi l'autre, il n'est pas responsable? Bon, donc des fois, il y en a qui vont dire c'est mon client qui est responsable de son échec ou c'est moi qui suis responsable. Dans les deux cas, on est dans un truc Qui qui est marche pas, de toute façon. contradiction avec l'idée de moi, j'y crois pas au côté, enfin, c'est complètement absurde. Nous sommes responsables de nous-mêmes en tout temps, en tout lieu. C'est un mythe hollywoodien, au minimum, où le héros, avec une musique entraînante dans la bande son, arrive à fabriquer tout un tas de choses, à toutes les compétences du monde possible et inimaginable. C'est pas possible. Enfin, et ça, c'est véhiculé aussi, d'ailleurs, c'est un des éléments du développement personnel, par la figure des héros dans Mmh. les romans de John. Je vais prendre des romans américains bien connus, John le Carré, Dan Brown. Les héros arrivent déjà, sont tout faits, ils sont là. Mais tu vois, mais comme Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est incroyable. Rouletabille, enfin, moi, je suis sur les un peu policiers d'avant, mais Alors, c'est ceci, il des y a des fragilités. Bon, il a anticipé certaines formes d'autisme, je pense, que oui, 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 c'est très, très, très chouette, mais ça reste des gens où tu sais qu'ils vont y arriver. Oui. Ça va bien se finir cette histoire quand même. À un Et ils vont moment, jamais. Et même quand on parle de leurs problèmes dans les romans, on parle de ça, on parle de leurs problèmes de loyer, de finir leur fin de mois. mmh, On a l'impression que c'est toujours drôle, c'est du second degré, c'est c'est ça. amusant, ça fait. Et bon, c'est le boulot des auteurs de faire des choses comme ça. Mais voilà, on tombe sur ce que Václavic, Paul de Palo Alto, appelait le syndrome d'utopie. En gros, une méthode, faut l'appliquer plus jusqu'à ce qu'elle marche. Et puis, si on l'applique quand même plus et qu'elle marche toujours pas, c'est qu'au fond de nous, on n'avait pas envie d'arriver, qu'on a des saboteurs intérieurs et on va partir dans des délires. Alors que des fois, enfin, tiens, une anecdote assez amusante. Quelqu'un qui est venu faire chez moi 2 séances en me disant qu'il y avait des trucs qui allaient pas, c'était transgénérationnel, un collègue dans mon coin. Alors qu'en fait, c'est juste l'informaticien qui avait fait son site, qui n'avait pas fait le référencement, qui lui avait dit n'importe quoi. Et puis, en deux, trois manipulations informatiques, le type a eu à nouveau du trafic qui revenait et qui réalimentait son site. Enfin, alors après, peut-être que dans les séances, il a débloqué quelque chose au niveau de ses chakras et que ça a touché Internet. Si on... L'explication la plus logique, quand on entend coin-coin et que ça a 2 pattes, c'est que c'est un canard, c'est pas qu'il y a des chakras, des machins, Ça dépend dans quelle mais bon, situation ça tu c'est mon vas. avis personnel. Je le notifie. Mais pour revenir à ta question aussi sur comment ça influençait déjà moi, personnellement, j'ai beaucoup influencé mes suivis clients pendant longtemps. Où, en plus j'étais coaching, donc coaching c'est objectif, à fond, Je voulais les mener vers quoi? bah, vers, la meilleure version d'eux-mêmes. Moi j'étais à fond dans cette idée. La meilleure version de soi-même, vous pouvez tout faire. Moi j'avais adoré en PNL quand on m'avait dit, «Si quelqu'un dans le monde peut le faire», c'est un des postulats. «Si quelqu'un dans le monde peut le faire, alors tu peux le faire aussi». Et Je puis trouvais là, ça génial, tu vois? C'est le postulat de la modélisation.
Il faudra peut-être mettre plus d'énergie que lui, il faudra peut-être faire mais tu y arriveras aussi, tu vois? C'est c'est destructeur au possible pour l'estime de soi, hein, et la confiance en soi. Mais oui, pendant longtemps, moi, j'ai influencé, peut-être des fois positivement, peut-être des fois très négativement, heu, les clients que j'avais. Par les croyances que moi j'avais, parce que forcément ça t'oriente. Ça t'oriente sur quoi tu bosses, sur comment tu le bosses, ça ne peut pas ne pas t'orienter, j'y crois pas moi aux praticiens neutres. Non, on n'est pas neutre, mais en même temps, et moi je pense vraiment, on peut vraiment sauter d'une grille de lecture à une autre et d'une position à une autre. Mais Euh, pour ça, il faut avoir plusieurs grilles de lecture et être OK pour remettre celle que tu as en étant vraiment OK avec le fait que c'est une grille de lecture. Moi, le truc des énergies, du transg, de machin, pourquoi pas? Ça peut être intéressant avec quelqu'un d'aller voir le transgénérationnel, de voir comment lui il se positionne par rapport à on pourrait le mettre sur autre chose, on pourrait prendre les niveaux logiques et dire: «Bah, tiens, comment tu te positionnes par rapport à ton groupe d'appartenance?» C'est le même travail, mais c'est dit avec des mots différents, quoi. le problème des niveaux logiques, ça peut intéresser les gens qui pratiquent ça, c'est que ça part du principe que l'individu va se former selon les étapes des niveaux logiques. C'est pas vrai. Mmh. Il n'y a rien qui prouve que ça se fait dans cet ordre-là. Et que l'individu est centré sur lui et sur des valeurs individualistes. Ça, c'est un des prérequis. Euh, Moi, j'ai des périodes de ma vie, on va dire, j'étais dans des formes beaucoup plus collectives d'expression de moi-même. Je travaille dans des institutions plus collectives, certaines administrations même. Il n'y avait pas cette notion, il n'y avait pas la notion, en fait, il n'y avait pas la notion de devoir développer certaines capacités particulièrement, Mmh. puisque tout ça reposait sur un collectif, par exemple. Et il n'y avait pas l'idée de chercher son identité, de se transcender dans des valeurs. C'était même la base avant même l'environnement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en fonction des milieux professionnels où vous évoluez, si vous prenez les niveaux logiques, vous verrez que ça peut se construire dans un autre ordre que ce qui a été prouvé. Et puis, il n'y a aucune étude qui montre que c'est vrai. Ça reste un modèle intéressant. Ça reste un modèle qui permet de donner du sens à certains moments de l'organisation. Sur un précédent podcast, tu avais interviewé, tu avais échangé avec Marie Lisel. Je partage un point avec elle hyper important sur la sauvagerie du recadrage. Mmh. Et la plupart des hypnos ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne font pas de l'hypnose, ils font du catéchisme, du prêche de développement personnel. Version euh, Best Me, devenir la meilleure version de soi-même. Et puis, bah, le deuxième courant dans le développement personnel, et des fois ça se mélange avec le premier, le courant qu'on va appeler contemplatif, de l'acceptation, de la fusion avec le plus grand tout, suivre les lois de Dame Nature avec Pierre Rabhi. Quelque chose d'ailleurs un peu. Et là, c'est là où on va entendre fais taire le mental, fais silence, fais le vide, lâche prise. Ça, c'est paradoxal, c'est-à-dire que on va avoir des gens qui sont à la fois dans l'objectif et dans le non-objectif. Parfois, alors ça, c'est un truc qui est une vraie torture. Les personnes qui sont dans l'objectif de ne pas avoir d'objectif. Alors qu'on a le droit d'avoir des désirs, on a le droit d'avoir des peurs, on a le droit d'avoir des envies, des pulsions, quelles qu'elles soient. Et voilà, donc là, le deuxième courant, il est plus mystico-ésotérique, hein, connectez-vous aux énergies de l'univers, ouvrez vos chakras. Et là, on est dans quelque chose en plus qui est très déroutant, c'est-à-dire qu'on a importé énormément d'idées de l'Asie d'ailleurs, théorie de l'incarnation, théorie des peurs qui façonnent notre vie dans les vérités du bouddhisme. Enfin, on a été chercher énormément d'éléments, de briques et de broc. Euh, c'est à l'époque où d'ailleurs l'ésotérisme se développait énormément en France, hein. Pendant la révolution industrielle, paradoxalement, plus il y avait le scientisme, plus il y avait la réplique opposée avec Elena Blavatsky, Mmh. les sociétés de théosophes, plus tard René Guénon, le mouvement, tout le mouvement aussi des tables tournantes, du Ouija, du spiritualisme, le moment où on s'est mis à importer massivement eh bien, les idées de réincarnation. C'est quelque chose que j'avais dit la dernière fois, je pense que c'est important de le répéter, mais c'est important que les praticiens en hypnose, des coachs, etc., se demandent dans leur discours ce qui vient de l'ère du temps, ce qui est à la mode depuis peu. Vous prenez des descriptions de séances d'hypnose, qu'on appelait à l'époque magnétisme, somnambulisme, au 19e siècle, pour la moitié du 19e siècle. Toutes les filles de la campagne qui se font hypnotiser, à un moment donné, elles voient la Vierge.
60 ans plus tard, commence à avoir les premiers récits de vie antérieure. Vous en avez nulle part en Occident, en Méditerranée, avant que ça transite comme ça. Donc en gros, nos idées, nos recadrages, notre catéchisme développement personnel va créer des points de vue, va créer en fait des réactions et va créer ensuite des manières de vivre l'état d'hypnose, va influencer notre imaginaire, va influencer notre imagerie. C'est ce que Corbin appelait l'imaginal. Vous avez là-dessus les cours d'hypnologie avec de la méthode en plus qui sont très bien faits, qui vous économiseront une formation en hypnose humaniste en plus, voilà, parce que c'est les mêmes choses. C'est intéressant aussi, hein. Mais en gros, il y a ce que j'imagine qui est de la fantaisie. Je sais que c'est de la fantaisie. Tiens, si je t'imagine avec un nez de clown, je sais que c'est pas vrai, à moins que je sois schizophrène. Voilà, j'imagine, ça peut me faire sourire, mais ça n'a pas d'influence concrète sur ma réalité. Il y a ma perception sensorielle, et puis parfois entre les deux, il y a des choses qui se mélangent. Ma manière de te voir, ma manière de te représenter va changer. Si, par exemple, je t'imagine comme militante de l'apartheid ou militante de la cause animale, en fonction de mes valeurs, je vais pas forcément te voir de la même façon, puis je vais pas avoir la même appréciation. Donc en gros, on s'en rend pas compte, mais on fait plein de suggestions en fonction de nos postures de développement personnel avant même qu'une séance commence. Et c'est pas vrai que les gens doivent forcément avoir des objectifs, mais mais peut-être qu'à certains moments dans leur vie, ils en ont besoin. Et c'est pas vrai qu'à certains moments, les personnes doivent travailler, j'aime pas ce mot, il veut rien dire, lâcher prise, acceptation, mais à certains moments, peut-être que ça peut être intéressant. En vrai, on n'est pas outillés, nous, praticiens, pour le savoir et pour le savoir à la place de l'autre, qui a le droit de changer d'avis autant de fois qu'il veut en plus. Mais je Mais crois en que tout c'est cas, important de se méfions-nous, nous. rappeler, qu'on a déjà enfin, c'est tellement complexe le cerveau, le changement, l'humain et cetera. Les psychologues, les chercheurs ne savent très peu de choses dessus, alors comment nous, on pourrait savoir que cette méthode marche pour tout le monde? Enfin, on peut pas généraliser un truc comme ça, c'est et pourtant j'étais la première à le faire, hein, mais clairement, j'ai adoré la PNL, je l'ai portée au nu, comme je l'ai descendue après, c'est mon habitude, mais je pense que, comme tu dis, déjà, regarder, ben, dans le passé, historiquement, C'est bien. Je voilà connais. ce qu'il y a et puis les sources, d'où ça vient. Enfin, vraiment comment ça a été créé. Heu, Elena, comment c'est Blavatsky, je me rappelle jamais son nom. Elena Blavatsky. Blavatsky, il faut voir, il faut aller chercher, le personnage. Et puis en plus, Incroyable. on attend le retour des supérieurs inconnus. C'est l'idée d'une société en plus très pyramidale avec quelques élus. Et elle attend le retour du Maitreya, du Messie. Le Messie qu'elle avait trouvé d'ailleurs s'est désisté à la dernière minute en disant c'est des conneries tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais euh, dans tous les cas, ça illustre encore une fois la schizophrénie dans laquelle on baigne. Voilà, tu disais, on sait très peu de choses sur le cerveau. Dans le développement personnel, à la fois, on se retrouve face à des... Alors là, je vais parler vraiment des gourous du développement personnel, pas de monsieur et madame tout le monde, du Mmh. praticien, ça n'a rien à voir. Mais on a énormément de gourous du développement personnel qui prônent une révolution de l'esprit, qui prônent une ouverture à d'autres théories et sortir d'un cadre matérialiste, mais qui mettent sans arrêt en avant leur pseudo-titre de docteur, qui mettent sans arrêt en avant un vocabulaire scientifique complètement copié-collé, sans fondement. Joe Dispenza qui met sans arrêt en avant son titre de docteur. C'est juste un chiropracteur, hein, les gars. On va se calmer, hein. Euh, euh, et on est, en plus, dans ce milieu-là, on va toujours avoir les mêmes éléments. Il y a toujours des faussaires, il y a toujours des impostures, il y a toujours des aberrations, des distorsions de telle ou telle théorie scientifique que ces personnes-là ne comprennent pas forcément en plus. Voilà, moi j'ai été formé dans un institut d'hypnose avec lequel j'ai pris mes distances depuis longtemps, quand je commençais, et où on est exposé à tout un tas de scientifiques qui n'ont rien publié, qui n'ont rien vérifié. Rupert Sheldrake, les théories de l'univers holographique. Enfin, en fait, tout ça, ça faisait une espèce de grande machine à phrases, hyper structurée, hyper élégante. Enfin, mais tout ça, c'est un jeu de rôle, en fait. Tout ça, c'est juste des éléments de langage. On va vous parler du système limbique, on va tenir des propos délirants sur le système sympathique, parasympathique, la grande théorie polyvagale maintenant, alors qu'on est en train de se rendre, enfin,
qui est pas accepté, hein, autant qu'on le pense dans les milieux médicaux ou la psychiatrie. Ouais, c'est ça, c'est aussi ce côté schizophrénique, côté à la fois, il faut être performant, mais il faut être dans le lâcher prise. Ça va pas ensemble, d'ailleurs. C'est nous les nouveaux Copernic, c'est nous qui sommes en train de faire une révolution de l'esprit, et en même temps, la science, elle est trop étriquée, mais on va revendiquer sans arrêt tel stat, tel chiffre Mais aberrant. oui, mais parce que c'est pas juste des mots, c'est un énorme biais d'autorité en fait. Mm. Le... J'ai appris récemment dans mon super MOOC sur l'esprit critique, je vous le conseille, qu'il y a même ils ont trouvé un biais d'autorité, un sous-biais d'autorité, si on met des images de cerveau et qu'on met un texte à côté, même s'il y a des énormes erreurs dedans, qu'on le montre à des gens qui font des études scientifiques, etc. S'il y a l'image de cerveau, ça passe. Oui, Donc tout ce qui, il faut vraiment se méfier de nous-mêmes et de notre façon de penser. Et quand on commence à croire un truc de façon complètement oh, c'est merveilleux, c'est rarement merveilleux. il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors, ça a été fait pour les sciences sociales, les sociologues, les philosophes, les linguistes, qui importent en quantité massive, et surtout les sociologues, des concepts des sciences dures dans leur discipline. Mais en fait, donc, il y a des gens qui ont vraiment fait un effort d'investigation. On se rend compte qu'en fait, ces universitaires supposés bardés de diplômes et brillants comprennent rien. Euh, Enfin, si vous voulez faire un test amusant, enfin amusant, un peu poil à gratter, dès que vous tombez sur un psycho-énergéticien ou quoi que ce soit, demandez-lui sa définition de l'énergie. Ça n'aura aucun sens, aucune cohérence. J'ai fait l'expérience un paquet de fois. Définis-moi l'énergie. Tantôt, ils vont vous définir quelque chose de physique, mais qu'ils refusent de. Donc, si c'est physique, par contre, ils vont, toujours la même schizophrénie, refuser de le mesurer, refuser de l'illustrer, refuser de le montrer. L'hypnose est née justement du refus des théories énergétiques du magnétisme, des théories physiques de la guérison. Avant que ça s'appelle hypnose, magnétisme, c'est une théorie non psychologique. C'est ce que j'essaie de montrer dans le petit bouquin Si Mesmer avait raison qu'on a sorti aux éditions du Rêve lucide. Rêvons, oui, lucide, c'est bien aussi. Un petit mix entre les deux, c'est pas simple, mais enfin, voilà, encore ces éléments de schizophrénie. Pour ceux qui veulent s'amuser aussi, je vous conseille d'aller sur Wikipédia. Ils ont fait un très bon résumé de la chose. Tapez prix IG, Nobel, comme le prix Nobel. Ça fait un jeu de mots ignoble, ignobel. Le prix IG, plus loin, Nobel. Je mettrai la référence dans la petite vidéo. Voilà. Et vous verrez un petit peu les personnes qui ont été récompensées pour leur détournement de la science, pour leur interprétation lucrative, ludique, parfois bien intentionné, c'est ça qui est triste en fait, mais souvent sans scrupule, de telle ou telle théorie, de telle ou telle. On a les théories des cordes maintenant, qui vont venir alimenter les systémies familiales, le transgénérationnel, etc., etc. Bon. Mais là, je sens qu'il faut que je calme mon méridien rate. La colère, la colère. Mais c'est intéressant. C'est parce que bon, on voit très bien de quel côté nous portent nos avis. Ça, clairement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que j'ai pu tomber là-dedans, Hmm. peut-être toi aussi, et d'en faire la critique. Ça va en fait. C'est OK. Enfin, c'est très hypno de dire c'est OK, mais n'est-ce pas? Mais on peut en faire la critique, on peut voir ça de loin, on peut se rendre compte qu'en effet, il y a une double contrainte énorme entre il faut être performant tout en lâchant prise, tout en étant soi-même. Oui, d'accord, mais si c'est toi qui me dis d'être moi-même et que tu vas voir tous les chamans, comme tu me disais avant le podcast, tu vas avoir un chaman qui te dit sois toi-même, ben oui, mais si c'est toi qui me le dis, est-ce que je suis vraiment moi-même? Enfin, tu vois, on en vient à se faire des nœuds au cerveau incroyables pour tous les problèmes qu'on a. Alors qu'en effet, des fois, c'est juste un problème de SEO, tu vois, t'es mal référencé. C'est peut-être un problème du contexte, c'est pas forcément toi qui déconne dans ta tête. Bref, donc, il y avait vraiment nécessité de mener une critique du développement personnel. Il y a beaucoup de choses qui ont été pointées du doigt. Il y a des chercheurs qui ont même fait l'effort de rendre accessibles leurs conclusions au grand public. Il y a Illouz, par exemple, sur Apicratie. À un moment donné, Julia de Funès. Bon, Oui, elle avait fait un truc intéressant sur le développement personnel. le- Je trouvais qu'il mélangeait pas mal de choses, mais
Le souci ensuite, c'est que bon, on ne propose rien. Moi, je suis pas adepte de casser un. Mhm. Enfin, comment dire? Euh, Il y a quelque chose de très intrusif quand on dit à quelqu'un, quand on recadre à quelqu'un en disant, mais tu dois penser à toi, tu dois avoir une relation et tout. Par contre, on peut questionner cet aspect, on peut questionner quelqu'un qui s'oublie, qui fait passer les autres avant lui. Enfin, on peut vérifier, regarder, peut-être tester, expérimenter quelque chose à la place, quelque chose être beaucoup plus prudent que dans toutes les affirmations qu'on va avoir. Sourire, ça relâche X muscle du visage. Et puis, quand on est en colère, ben, on va avoir, on augmente ses risques de cancer. Enfin, euh, donc nous, il faut qu'on continue en tant qu'accompagnant à questionner, à réfléchir avec l'autre, des fois même à prendre des postures de sachant sur des sujets parce que c'est quand même notre travail à certains moments. Mais si on tombe à l'inverse dans l'excès de voir, comment dire, toutes les idées de développement personnel, toutes les idées d'affirmation de soi comme une espèce de dictature néolibérale ou d'arnaque gouroutisante, ben, on va tomber ensuite dans une autre difficulté et quelque chose qui n'est pas simple. Par exemple, toi, Anagalé, quand tu avais quelqu'un en séance adepte du développement personnel et que tu te rendais compte que cette personne-là, vu le merdier qu'était sa vie, eh ben, faire ses vision boards, faire sa méditation, toucher des pierres, des trucs comme ça, on avait beau dire, la personne s'était créée ou avait adopté un rituel qui lui faisait du bien. Alors, il y a certains praticiens, mais j'espère qu'ils sont de moins en moins nombreux, qui vont croire que c'est ces actes-là qui faisaient que la personne allait bien. Et c'est comme quand on se retrouve face à quelqu'un qui, pour pas sombrer, fume plus, se venge sur le sucre. Bon, toi, tu faisais comment quand tu étais dans cette impasse-là où tu étais face à quelqu'un qui était dans une adhésion hyper forte aux théories du développement personnel et tu te rendais compte que bah, à l'étape où cette personne en était, bah oui, c'était une béquille. Et ça Mm. lui permettait de s'aérer la tête, de mettre même de la poésie dans sa vie. C'est chouette de se dire qu'on peut se connecter à son soi idéal. C'est chouette de se dire que nos ancêtres peut-être peuvent nous conseiller. C'est chouette de se dire qu'il y a des techniques, on peut contrôler nos rêves et avoir des réponses de notre inconscient. L'inconscient, c'est autre mythe des hypnos. Mm. Mais c'est génial, ces trucs. C'est ce qu'on disait avec un copain là, où il disait oui, on avait visité des maisons, mais on ne devait pas la voir. Et on se regarde, on fait ah oui, c'est pratique de penser comme ça. Quand on n'a pas quelque chose et qu'on se dit oui, bah c'était pas pour moi. Mm. C'est génial, c'est hyper pratique. Et honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de clients comme ça, qui étaient à fond dev perso. Et je pense que c'est parce que c'est eux avec qui j'avais le plus de mal. Mm. Comme j'y étais à fond dedans aussi, c'est difficile. Alors maintenant que je vois des pros et que je suis plus à fond là-dedans, souvent les premiers trucs que je demande, ça va être ok, mais donc c'est quoi le problème? Si tout va bien, si les affirmations, les machins et tout, et de voir s'ils ont fait tout ça pour ce problème et si ça a changé quelque chose. Mais vraiment, m'y intéressant vraiment, pas en essayant de recadrer comme une bourrine en disant bah alors, tu vois bien, connard, que ça marche pas ton truc, si ton Les problème est conneries. toujours là. Tu vois, c'est. Non, c'est vraiment. Parce que c'est des tentatives en fait, hein. C'est qui des fois empire le problème, qui des fois marche un peu, qui des fois repousse un peu la souffrance pour dire non, pas tout de suite, parce que là, je suis pas en capacité de la gérer tout de suite, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans ma vie, je change de boulot, je machin et trucs, et que je peux pas tout faire. Mais questionner en s'intéressant vraiment à l'autre, euh, et en essayant, putain, et ça c'est dur de pas mettre sa propre grille dessus. euh, D'où l'intérêt d'avoir une multiplication de grilles, je pense, Et de ne pas au fur et à croire, mesure. Et de, de ne pas croire en ces grilles, mais et de ne pas y croire, ouais. D'y d'y voir voir des grilles de lecture. C'est des grilles de lecture. C'est des des théories, remords. des Moi, je pense modèles. que là, dans la position dans laquelle je suis moi actuellement, c'est moi j'utilise certaines grilles euh, que, que je permute et ce qui m'intéresse beaucoup entre toutes ces grilles, c'est les endroits où elles se rejoignent. Pas forcément toujours. Et là, quand il y a plusieurs courants, je sais pas, par exemple, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme quand c'est bien fait, il faut surligner quand c'est bien fait, la spirale dynamique, la théorie des stades de développement. Les endroits où ça se recoupe, je me dis, bah tiens, personnes qui viennent d'horizons différents et qui tombent sur les mêmes conclusions, ça m'intéresse. Mais je me dis que peut-être faudrait concevoir la thérapie de manière chronologique, c'est-à-dire il y a
il y a des moments où bah, peut-être qu'on a besoin de s'imprégner de pensées magiques, de faire du Jodorowsky. Et le risque, c'est que le praticien, il se mette à verrouiller la personne dans ce stade-là en y croyant, en y adhérant, en y poussant ou en l'amenant lui-même avec tout le pouvoir de conviction de la suggestion et des techniques d'influence de l'hypnose. Il y a ça. Et puis il y a des moments aussi où c'est important que la personne elle ait envie. Enfin, ça peut être important, ça peut être libérateur pour elle, qu'elle ait de l'ambition professionnelle, de l'ambition amoureuse, de l'ambition dans tous les domaines de la vie. Est-ce qu'on est obligé, par contre, de partir dans des extrêmes du type PNL appliqué à la drague et à toutes ces communautés type, comment s'appelait ce livre-là, The Game, Oui, c'était le truc de dragueur de rue, là. d'ailleurs le livre est lui-même très intéressant, la manière dont l'auteur Mhm. est rentré dans le processus. Hein, donc, dans les années 90, Californie, un type qui travaille, je crois, pour Rolling Stone Magazine, un journaliste, une belle plume, bien formé intellectuellement, mais aucun charisme, comment dire, peu de vie amoureuse et sexuelle, grand désir affectif qui se met à suivre Mystery, un grand magicien, fan de close-up, grand dépressif aussi, qui a théorisé tout un tas d'approches qui fonctionnent bien d'ailleurs, issues du comportementalisme et de la PNL pour choper des meufs, on va le dire comme ça. Et ça fonctionne, et en fait, le type rentre dans le processus, et puis à un moment donné, en sort par le haut, et ce livre est intéressant pour voir en fait comment une immersion à un certain moment dans notre vie, dans le développement personnel, quand on en sort, quand on prend ses distances, peut nous emmener différents éléments. Lui, l'auteur du livre The Secret, qu'est-ce qu'il a gardé cette période-là? Le goût pour le surf, se remettre au sport, s'habiller d'une manière où il se sente bien, et s'autoriser à écrire des livres sous sa signature. On se dire, ça n'a aucune espèce de rapport. Donc voilà, petite pensée pour nos collègues qui débutent. Nous serons peut-être parfois le maillon d'un moment d'une évolution. Nous accompagnerons un stade de développement d'une personne, mais qui va aller vers complètement autre chose que ce que les objectifs qu'elle s'était proposés ou qu'on lui avait proposés semblaient indiquer à la base. Mais je trouve que c'est très souvent ça. On est, enfin, personnellement, des objectifs atteints, sauf sur des suivis des fois un peu longs. Mais les gens sont sur une voie, ils ont passé un stade, mais des objectifs atteints tout de suite, c'est rare quand on les a, quoi. C'est vraiment pas la norme. C'est pas Et la norme, ouais. Arrêter de quand, fumer, quoi, à la limite. quand quelqu'un se vante, ça se fait un peu moins maintenant sur les réseaux sociaux, de ses réussites, de sa séance magique, bon, il est dans le développement personnel, il est juste en train de reproduire le côté si j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Mm. Et d'abord acheter ma formation, mon stage, etc. Euh, Parce qu'en fait, là où il y a quelque chose, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais dans les critiques du développement personnel, il y en a un paquet, hein. Risque d'abus, l'argent que ça coûte, soumission indirecte. C'est bizarre, mais en fait, le développement personnel euh, crée de la soumission à l'autorité. Pourquoi? Bah parce que quand on se dit que le problème est en interne, que c'est moi qui suis pas assez productif, mince, quoi, je suis une mère de famille, de 3 enfants, deux qui faut encore faire le suivi des devoirs, puis j'arrive pas à perdre du poids, et puis j'ai du mal à me calmer avec le petit verre de rosé le soir qui m'aide quand la maison enfin elle dort. Puis je m'en veux parce que je suis pas à jour sur ma bibliographie, des bouquins de ma formation d'hypnose, et puis j'ai pas été très active là, j'ai pas fait beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Donc, quand on est, enfin voilà, il y a une critique qui a été pointée sur le côté recherche des solutions en interne face à des situations qui sont juste aberrantes. Et nous, en tant que thérapeute, peut-être qu'il faudrait qu'on se rappelle que parfois, enfin, thérapeute accompagnant, peut-être que parfois on est juste un prétexte, un soutien pour que la personne, elle plonge pas plus bas que ce que là où elle est. Et Énorme. c'est déjà beaucoup des, donc, si nous, on arrive déjà à ne pas nous sentir responsables de l'autre à sa place, mais à nous sentir par contre responsables de ce qu'on amène dans la thérapie, si on avait aussi à se rendre compte que la personne elle est en train de se torturer avec des histoires d'objectifs, d'envie, de perfection, d'intention, que ça rajoute des problèmes par-dessus les problèmes, on va vraiment déjà aider les personnes à respirer. Et puis en plus, insistons vraiment là-dessus.
Et là-dessus, les tenants du développement personnel se sont vraiment fait allumer par la recherche et à raison. On est vraiment dans le monde des promesses fallacieuses, quoi. On est même dans la mise en danger de certaines personnes. Si vous prenez par exemple l'ouvrage de l'auteur, je ne me rappelle plus, j'ai testé, je l'avais lu, The Morning Miracle. Tu vois un petit peu le. Oui, oui, c'est Elrod, quelque chose qu'Adelrod aurait fait. En gros, si je rogne sur mon sommeil, bien, bah, je vais être plus productif, je vais pouvoir avoir un métier à côté, je vais pouvoir être dans la théorie des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures pour être, Ouais, pour être mettre bon dans. un truc qui sort de nulle part, ça aussi, hein, quand on fait Arrête, ça vaut pas les 21 jours pour changer une habitude. Celle-là, elle est vraiment bonne aussi. changer une habitude. Mais en posant, mais en fait, si tu n'as pas changé d'habitude en 21 jours, c'est que tu n'as pas posé une intention. Donc, il faut que tu Ah questionnes putain. ton intention. On a perdu tout le monde sur. Désolée, on a encore été critique, Yann. Mais Mais donc le Miracle Morning, oui, moi je l'ai fait j'ai tenu à peu près une semaine. C'est bien, hein, moi, j'avais sommeil. j'ai fait 2 mois et ça a nourri un peu plus mon burn-out. Nickel. Mais on va me dire, je l'ai pas fait comme il fallait. Bon, on est quelques millions à pas l'avoir fait comme il fallait. Et on est surtout beaucoup plus à avoir regardé le truc, à s'être dit, tiens, c'est intéressant. Au fond de nous, on a dû sentir que c'était pas hyper réaliste. C'est comme quand Gilligan, donc un des Mm. élève d'Erickson, mais on se demande combien de fois Erickson s'est retourné dans sa tombe à chacun de ses livres, préconise comme prescription de tâches pour les personnes qui l'accompagnent, d'aller faire du golf, de planter dans leur jardin, tout le monde a un jardin évidemment, tel type de rose, et de méditer 1 heure par jour. Si vous ne faites pas ça, moi je ne vous reçois pas, ça veut dire que vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas prêt à aller dire ça à l'infirmière de nuit qui est rappelée plusieurs fois dans le mois en plus de ses horaires et qui a quand même sa famille à gérer et qui essaie que son couple explose pas. Ah, ouais, voilà. Je prends des exemples caricaturaux, mais en même temps, le développement personnel est caricatural. Mais, il y a un mais. Mais ça existe. Ça a du succès. Le Mm. développement personnel est là. On est sur Toi, tu t'étais renseigné sur les ventes de bouquins, sur. Mais oui, mais non, c'est vrai que je m'étais renseignée, tu sais, c'était dans le petit dossier là, qui n'était pas assez complet, mais quoi qu'intéressant, du journal là, tu sais, qu'on s'était Ah, envoyé. je crois que c'était l'Express qui avait fait un hors-série sur. L'Express, voilà, hors série sur les dérives de la spirit du New Age. Mais Et les ventes de livres de dev perso, je remettrai c'est le truc exact, mais c'est explose. Et tu le vois dans les. Moi, je suis passée à la Fnac il n'y a pas longtemps. Non, pas à la Fnac, si à la Fnac, ou à Cultura, je sais plus. C'est incroyable. taille des rayons développement personnel à Cultura, au Furet du Nord, dans les grandes librairies même de centre-ville et dans les Fnac, c'est extraordinaire. C'est ce qui se vend le plus avec les livres pour la jeunesse. Et c'est le seul secteur de l'édition qui a des croissances à 2 chiffres. Voilà. Et en plus des ventes de livres, les ventes de stages, les ventes Ah bah, différentes applications sont gigantesques. Et bah attention, enfin, l'hypnose, on est dans quelque chose d'hybride, bien souvent, on est dans un positionnement à la fois accompagnement et parfois aussi développement personnel. on Et est c'est souvent rangé dans les trucs spirituels perchés, hein, dans les. à juste titre, quand on regarde certains, Ouais, on c'est a vrai. tel psychologue qui tient une grande école d'hypnose, qui forme des soignants, des psychologues et des non-soignants, qui met en avant dans ses références ultimes, Mhm, Toltec, qui est vraiment une idéologie de la soumission et de la culpabilité et de ferme-la. En gros, complètement. faut rien dire, faut rien prendre personnellement. Mhm. Ce n'est pas des personnages de jeux vidéo. Tu sais, c'est un peu comme la communication non violente. Tu peux plus communiquer. Au bout d'un moment, ça devient. Donc là, j'ai un chiffre 17,5 millions, 17,5% d'augmentation de vente de livres entre 2021 et 2022. Chiffre d'affaires du dev perso en termes de vente de livres. Il faudrait aller chercher la machin, mais Voilà. Il faut qu'on c'est. fasse une retraite dans les Andes, qu'on revienne avec un costume, qu'on change nos noms. Non, mais c'est incroyable. Moi, je connaissais des gens, tu sais, qui vendaient des oracles. Tu vois, les oracles, les cartes, qu'on d'ailleurs peut être utile, très utile en séance parce que c'est hyper intéressant comme surface projective. C'est vachement chouette à utiliser, mais tu vois le nombre d'hypnos qui font des tirages de cartes, mais pas de tiens, qu'est-ce que tu projettes là-dessus? Non. Sur bah tiens, voilà la carte du jour.
je te tire une carte pour toi, quoi. Yann, vas-y, je prends mon oracle, dis-moi stop, et tiens, voilà ta carte. Et ça veut dire ça pour toi. Ah! Et les oracles, il y en a un nombre qui est vendu, qui est Mhm. dingue. C'est dingue. Moi qui suis adepte de jolis jeux, de cartes à jouer, je suis fan de tout ce qui est médiéval, Renaissance, enluminure. Donc, j'ai regardé aussi ce côté-là. C'est extraordinaire le niveau de premier degré et les super plans marketing, l'oracle des anges, l'oracle de vos défunts, l'oracle des elfes, l'oracle des orques. Enfin, on a tout. Ah non, C'est mais c'est génial. Moi, j'en avais jamais utilisé, jamais ouvert. Et j'en avais, je trouvais les cartes trop belles. Et en plus, j'étais rentrée à fond dans ce truc-là. J'en avais peut-être 5 ou 6 des oracles. J'ai tout revendu sur Vinted, c'est les trucs qui sont vendus le plus vite. J'étais hallucinée. pour l'anecdote, ça va tellement loin et ça crée un tel niveau de déconnexion. Il y a pas longtemps, j'ai participé à, on va dire, un appel d'offres pour proposer des formations en hypnose donc avec d'autres personnes à l'hôpital. Dans un des modules consacrés, on va dire, au personnel soignant, il y a une proposition, qui n'est pas de moi, hein, qui est de ma collègue. Dès le jour 1 de la formation, on propose aux gens de tirer une carte. Ça commence comme ça. Donc et ça donne le niveau de déconnexion. Ils vont se retrouver face à des médecins, des aides-soignants, des infirmiers au burn-out. Certains même peut-être perdu leur job pendant quelques mois parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Enfin, on est sur des contextes hyper durs. Et ils vont se retrouver face à quelqu'un qui leur dit de tirer une carte et en gros, je pense que bon, Mais t'avais pas vu, il y avait un reportage là-dessus. Une nana qui intervenait à l'hôpital. j'ai Tu testé l'as vu? son. Ah, mais c'est toi qui me l'as envoyé. Je suis con. Je crois que c'est toi qui me l'as envoyé. Pour les personnes qui n'ont pas vu, mais en gros, Ouais. une VRP d'une société de développement personnel qui propose des matelas qui vous réénergisent, qui étirent Mhm. vos mollets et qui vous reboostent. Et donc, la personne, là, avec un ton de voix complètement hors sol, enfin, on se demande, je me suis demandé, mais de quelle planète elle débarque, celle-là, qui est en train de dire à des infirmières, donc elle ne s'est même pas intéressée à ces infirmières, à leur quotidien, à ce que c'est. Moi, je l'ai vu hein, de près, et je n'ai pas vécu ça, je l'ai vu, ça m'a choqué dans mon expérience à l'hôpital en réanimation, en train de leur dire, voilà, vous prendrez des pauses de 20 minutes, et puis ça va vous redonner de l'énergie. Enfin, on est sur l'aberration totale. En gros, parce que je fais de la méditation, parce que je fais des exercices de respiration, parce que je me tapote les poings en faisant de l'EFT, et je m'aime, et je m'accepte, Mhm. je vais résoudre un problème d'organisation, de sous-effectif, de burn-out pour des personnes qui se sont déjà culpabilisées. Les infirmières, en gros, si elles prennent une pause, il y a quelqu'un qui peut mourir. Voilà, dans les services de soins continus, par exemple, de nuit, ça c'est déjà arrivé, hein, des personnes qui se sont endormies à leur poste. Et bien malin, hein, celui qui pourrait jeter la pierre à ces personnels-là. Et on va leur proposer des trucs comme ça. Et en plus, et ça c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faudrait faire réfléchir. Quand on est face à des gens qui sont stressés et angoissés, c'est une très mauvaise idée de proposer de la relaxation comme, alors peut-être comme étape, comme transition pour permettre un travail ensuite, mais de la relaxation face à quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé, qui n'a même pas forcément conscientisé toutes les raisons de son stress, mais on va juste amplifier son mal-être. On va même le désarmer face à ses difficultés. Pareil pour les gens qui sont en colère, hein, ça c'est le résultat de la psychologie positive, Seligman et compagnie, tout ce courant hyper fort hein, qui est enseigné dans les universités américaines, aux psychologues, où on va bannir certaines émotions, on va essayer de cultiver uniquement que certains types d'expériences et un certain regard. Enfin, ça crée des conflits en interne, ça crée des refoulements, ça crée des divisions de la personnalité qui sont assez extraordinaires. Et donc, paradoxalement, quand on propose à quelqu'un de penser à lui, d'être individualiste, d'avoir le droit à la vie qu'il veut, et ben, là, il y a quand même, je trouve, un point intéressant du développement personnel qui est complètement mis de côté par les critiques des sociologues, des psychologues. Le côté, ben, je vais penser à ma gueule, je vais me protéger, j'ai le droit à plus, j'ai le droit à mieux. Et peut-être que, moi, je pense qu'en fait, la plupart des réussites qu'il y a dans le développement personnel euh, ne sont pas liées aux méthodes qui sont proposées, mais simplement au fait que des personnes, en fait, vont arrêter de culpabiliser, vont arrêter de penser aux autres, arrêter de s'oublier, penser à eux, à leur nombril, c'est très bien aussi parfois,
et vont y consacrer du temps, des efforts et de l'énergie. J'ai accompagné il n'y a pas longtemps quelqu'un qui est devenu auteur publié euh, et ça marche bien d'ailleurs, et qui était enseignante, qui était en plein dépérissement. Et elle, le développement personnel, l'a ensuite incité à aller se faire accompagner, et puis en allant se faire accompagner, à se poser des questions bah, sur ce qu'elle voulait, sur ce qu'elle aimait, sur ce qu'elle souhaitait. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui fabrique, au niveau économique, de la précarité, de la frustration, et puis il y a, il y a une telle dichotomie entre ce qui monte au niveau social, l'aspiration. Bah, on le voit depuis le Covid, des gens qui veulent arrêter de faire du présentisme entreprise, des gens qui veulent autre chose que juste la sécurité d'un CDI, de l'emploi. Tous ces retours qu'on a de managers qui n'arrivent plus avec une bonne partie des générations Z et des millennials qui veulent juste vivre des expériences. On est vraiment sur quelque chose où, ben, faute de mieux, c'est le développement personnel qui s'engouffre, qui crée une brèche. Et si on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire si on jette, oui, la méthode, l'idéologie, les discours délirants du développement personnel, d'accord, il y a des gens qui vont vers ça, il y a des gens qui ont un besoin, et je ne crois pas que la psychologie y réponde vraiment. Les sciences humaines n'y répondent pas du tout. Elles n'y répondent pas du tout. Limite, il y a même, je trouve, un mépris des sociologues, des historiens pour les sujets qui intéressent monsieur et madame tout le monde. Tout à l'heure, on disait, bah, tiens, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi on vit comme ceci, comme ça, qu'est-ce que l'histoire nous en dit. Si nos collègues ou le public qui écoute ce podcast voyaient les intitulés des thèses de doctorat en histoire, en sociologie, on est sur des micro-niches, on est sur des sujets qui intéressent personne, et on brûle de l'argent et des ressources pour payer des gens qui sont salariés pour rien apporter, mais qui vont ensuite se permettre de se moquer de Madame Michu, qui s'est formée en lithothérapie et qui tient un journal d'intention. On est dans un autre extrême, on est dans une autre tendance déplorable. Qu'est-ce que tu ferais, toi, face à quelqu'un qui a des aspirations de changement de vie et qui, faute de mieux, se tourne vers les outils, vers les livres du développement personnel pour essayer de se bricoler un mode d'emploi? Comment tu réagis face à ça, toi? Mmh. Mais c'est que j'en sais rien. J'en sais rien. Pas assez d'infos. Plus d'infos. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. Je discuterai avec la personne, mais je mettrais pas un énorme stop. Tu vois, je partirais pas en mode «Eh, c'est de la merde, fais gaffe, dans quoi tu vas tomber, machin». Parce que comme tu dis, si on va là-dedans, c'est qu'il y a un besoin. Sinon, on n'irait pas là-dedans. Bien sûr que ça fait briller de pouvoir avoir le contrôle de ses pensées, de sa vie, de savoir que bah, si tu penses positif, il va t'arriver du positif. Enfin, c'est cool. Donc, essayons d'éviter la souffrance tout le temps, d'avoir un peu de contrôle dans une société qui, pour l'instant, part un peu en couille, légèrement, Une avec un Covid. Vas-y, t'allais dire? société qui nous infantilise, qui nous dépossède. Complètement. Ah, il y a certains sujets, on ne pourra pas les traiter en podcast parce il y a un tel contrôle social, un tel politiquement correct qu'on ne pourra pas aborder certains sujets, même en rentrant dans ces sujets sans avoir d'opinion bien déterminée, mais juste de poser certaines questions. On prendrait un risque au niveau social que ni toi ni moi nous prendrons, en fait. Sauf si tu es Donc, joueuse. je ne sais pas, peut-être. Nous verrons. Mais ouais, quel est le besoin derrière tout ça, en fait? Qu'est-ce qu'on essaye de... Moi, j'avais besoin d'aller mieux, tu vois? Donc, Est-ce quand que ça t'aide? ça m'a aidé sur un moment, bien sûr. Par contre, il a fallu que j'en sorte à un moment parce que finalement, je me suis rendu compte que j'enfermais énormément de souffrance et d'émotions et que ça marchait. Pendant un temps, tu sais, bah, c'est comme cloper, comme bouffer, comme machin, oui, ça anesthésie sur un court terme la souffrance. À long terme, ça marche pas. Ça fait que créer quelques problèmes en plus. Mais il y a plein de choses dans le dev perso qui sont cool. Il y a un autre point important. En fait, il y a une telle assise, c'est tellement peu questionné le développement personnel que paradoxalement, ça légitime, en utilisant les méthodes du développement personnel, notamment tout ce qui va être objectif, Mmh. expansion de soi-même, ça va légitimer le fait de vouloir autre chose que sa vie, vouloir autre chose que
mes traditions, mes habitudes, les systèmes dans lesquels je suis, ça va légitimer ça. Peut-être que plus tard, on aura quelque chose qui va, une synthèse entre les garde-fous de la psychologie, l'observation critique et minutieuse de tout ce qui est en train de se jouer, mettre de côté l'ego de l'accompagnant qui a besoin de s'héroïser. Qu'est-ce qu'on héroïse? Qu'est-ce qu'on s'héroïse en hypnose? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se tripote quand même? C'est l'expression. Alors qu'en fait, on est beaucoup moins utile que les types qui font en sorte que les canalisations, les égouts, tout à l'égout fonctionne. Hein. C'est le métier dans l'histoire de l'humanité qui a sauvé le plus de monde. Tous ceux qui font les assainissements, les canalisations, les égouts, statistiquement, vous mettez des... je ne sais plus quel historien disait, mais quand il y a des égouts, il y a la civilisation. Voilà. On sait que c'est viable, on sait que ça peut durer, on sait que bon, on n'est pas grand-chose en fait par rapport à tout ceci. Mais en même temps, on a bien le droit avec les outils qu'on a de permettre à des personnes pendant un temps de s'héroïser elles-mêmes, de se donner les ailes de changer de boulot, de corriger certains fonctionnements. Et moi, je rêve en fait d'une synthèse entre les aspirations, pas la méthode, les aspirations du développement personnel, le côté je peux switcher d'un mode, d'un point de vue à un autre, avec l'assise, la connaissance des psychopathologies, des systèmes. Et je pense qu'en fait, pour que ça puisse fonctionner, ce genre de synthèse, c'est pas dans l'hypnose ou dans la psychologie qu'il faudrait aller chercher, ce serait dans le coaching. Et sais-tu pourquoi, Tizine? Non, vas-y. Parce que ni la psychologie, ni l'hypnose, ni la PNL ne prennent suffisamment à bras le corps les problématiques économiques. Et concrètement, il y a beaucoup de personnes qui vont dans le développement personnel bon, pour des insatisfactions émotionnelles, des chagrins d'amour, des choses comme ça, suite à des dépressions, des deuils, oui, mais Mhm. aussi beaucoup, il faudrait vraiment faire la stat, je pense, comment dire, par insatisfaction, insatisfaction matérielle. Il y a des personnes qui restent en couple parce qu'elles n'ont pas les moyens de Ouais. racheter la maison, de proposer un cadre de vie plus décent à leurs enfants, des choses très concrètes comme ça. Il y a des Mhm. gens qui continuent à se faire harceler parce qu'ils ont besoin de leur job. Voilà. Et là où on est tous collectivement, et moi le premier défaillant, je trouve, en tant qu'accompagnant, c'est que on rentre dans des problématiques qui peuvent être décrites, bah tiens, on en parlait par les niveaux logiques, l'environnement, l'argent, quelle capacité j'ai à me mettre un toit sur la tête, quelle marge de manœuvre j'ai face à un patron abusif, est-ce que je peux quitter mon emploi ou est-ce que je suis pieds et poings liés face à lui. Euh, Là-dessus, je pense qu'il y aurait une bonne partie des thérapies qui pourraient être considérablement allégées quand si on prenait vraiment en compte l'argent. Et je ne suis pas satisfait par les propositions du développement personnel type loi d'attraction qui font perdre énormément de temps à tout le monde sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas vers qui il faudrait aller. J'avais pas envie que ce soit un gourou qui propose aux gens de faire des blockchains ou d'investir sur sa crypto à lui ou sur l'immobilier. Euh, mais pour moi, il y a vraiment un angle mort hyper fort des thérapies qui concernent le matériel, l'argent. Et je parle même pas de coachs qui vont juste te préparer à faire un CV ou à réussir ton entretien d'embauche, ce qui est super, c'est génial, ce qui est essentiel d'ailleurs. Je pense qu'il y a trop d'hypnos qui interviennent sur ces sujets-là sans avoir quelques compétences que ce soit. Et voilà. S'il y a des gens qui ont envie de marquer l'histoire de la thérapie, et que vous êtes plus inspiré que moi et beaucoup plus créatif que moi, je pense qu'il faudrait, en tenant compte des aspirations du développement personnel et des critiques de la psychologie sur ce développement personnel, garder quand même un petit peu ce nerf de la guerre. Les gens se lancent dans ces systèmes-là, dans ces fonctionnements-là, parce qu'ils galèrent. C'est rare des très très riches qui vont dans le développement personnel côté performance. Oui, ils vont y aller du côté contemplatif, Mhm. type Gwyneth Paltrow ou certaines stars d'Hollywood qui vont être dans la mindfulness, qui vont parler de leur chakra, qui vont se mettre à manger des graines. Bon, comme ça concerne plus leur lifestyle, manière de vivre. Mais voilà, s'il devait y avoir une ouverture, ce serait que psychologues
coachs, etc., se penchent sur ces questions-là, aillent se former auprès de ceux qui savent faire de l'argent, qui comprennent les lois du marché, qui comprennent ce genre de logique, et qu'on réfléchisse à, mais quelle éducation. Parce qu'en hypnose, on réfléchit à quelle éducation émotionnelle on voudrait donner, éducation aux émotions, reconnaître toutes ces émotions, par exemple. On a une éducation aussi au langage, à la relation, au consentement, enfin plein de trucs hyper intéressants, mais bon, si je regarde la pyramide de Maslow, je dis pas que c'est un modèle absolument vrai tout le temps. Il y a quand même une base qui est assez concrète. Et ben, moi, je fais le pronostic suivant, avec la crise de l'immobilier qui se profile là pour la France, comme il va être de plus en plus dur de se loger, ce sera de plus en plus dur de faire certaines études, ce sera de plus en plus dur de se passer d'un CDI si, euh, si on reste sur nos manières de faire actuelles, nos réflexes actuels. Donc, ce que tu veux dire, ce serait apprendre à faire de l'argent ou à gérer l'argent, j'ai pas... Les deux, ouais. Ouais, Euh, une éducation financière, quoi. L'éducation financière et en gros remettre vraiment du pouvoir du côté des individus. Tiens, par exemple, ça va faire peut-être dresser les cheveux de certains, mais il y a quand même certains résultats assez concordants quand on regarde les conséquences du Brexit. Alors, Mhm. de certains côtés, il y a certains pans de l'économie britannique qui sont en tension, il y a des difficultés fortes sur certains sujets, il y a eu des pénuries par exemple, des aberrations au niveau énergétique, et en même temps, dans certains secteurs, il y a une redistribution des cartes et du pouvoir au profit des salariés, comme il y a moins de main-d'œuvre européenne qui peut rentrer plus facilement pour se faire employer et casser les prix de l'emploi, ben, là, il y a les négociations salariales dans certains secteurs vont vers le haut maintenant, puisqu'on manque de main-d'œuvre. Alors, est-ce que ce sera le cas encore dans 5 ans? Il faut être prudent là-dessus. Euh, Moi, ce qui m'intéresserait de voir, moi, ce qui m'intéresse souvent de voir dans un accompagnement, c'est quand j'accompagne des personnes et qu'elles changent de métier, qu'elles changent d'environnement comme ça, ce que ça change, les impacts sur leur couple, sur leurs enfants, sur leur stress, leurs angoisses. C'est gigantesque. Et pour moi, les hypnos et le développement personnel, on est trop focalisé sur les émotions, pas assez sur le concret, pas assez sur les fondements de la vie. C'est un des éléments particulièrement dangereux, tendancieux du développement personnel. Ce côté, les solutions sont en nous, ce côté culte de la positivité, promesses exagérées, et puis les déceptions que ça entraîne. Mhm. Tu sais, ça me fait penser à ce que tu disais au début, c'est on ne doit pas parler mental en hypnose. Et là, typiquement, le rapport à l'argent, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que si j'en ai pas, si j'en ai beaucoup, parce que c'est pareil. Enfin, moi, ça m'est arrivé de gagner beaucoup l'année dernière. Je me suis effondrée après, j'ai fait n'importe quoi. Euh, Enfin, oui, encore beaucoup par rapport à ce que j'aimais, quoi. Mais ça, c'est mental, typiquement. C'est très cartésien, mental, t'es pas assez dans l'inconscient, tu vois ce que je veux dire? Posons-nous tous une question dans notre fort intérieur très simple. Si on avait toute la thune dont on a besoin et même plus, et qu'on se savait en sécurité, nous et nos proches, jusqu'à la fin de nos jours, allez, jusqu'à la fin des temps, euh, comment on s'impliquerait dans l'hypnose? Comment on serait en séance? Est-ce qu'on ferait de l'hypnose? Est-ce qu'on ouvrirait un cabinet? Est-ce qu'on ferait de la com? Est-ce qu'on continuerait ou pas? Et il n'y a pas à juger hein, des réponses que chacun pourrait donner. Rappelons-nous aussi une chose, la plupart des personnes sont venues en hypnose en suivant les impulsions du développement personnel, changer de métier, donner du sens à ce qu'on fait, gagner mieux sa vie, être indépendant, créer sa réalité. Euh, c'est là où pour moi c'est une aberration que des psychologues et des sociologues, surtout des sociologues ou des universitaires qui ont une sécurité de l'emploi, se permettent de venir alerter contre monsieur, madame, tout le monde, oui, ancien employé, et alors, qui se forme et qui va explorer. Euh, si les psychothérapeutes étaient vraiment au niveau, euh, au niveau de leurs connaissances théoriques, si l'enseignement de la psychologie débouchait vraiment sur de la psychothérapie, en tout cas en France,
c'était vraiment, parce on avait vraiment des psychothérapeutes de qualité, l'hypnose n'existerait pas, le développement personnel serait beaucoup plus limité. Donc, D'accord. C'était pour un peu de name dropping, c'était dans une autre émission, c'est ce que Monkey disait. Notre émission de la même émission là sur France Inter, je la mettrai aussi dans le machin. Alors lui, il disait sur les scientifiques, il disait on n'est pas au niveau en fait. oui. Les psychologues, psychiatres, on n'est pas au niveau tout simplement de répondre à la souffrance des gens. Donc forcément qu'il y a d'autres choses qui se développent à côté, bah, ce qu'on a dit, hein, lithothérapie, Reiki. Et c'est pour ça, en fait, il n'y a même pas à faire le procès de la psychologie, je préfère préciser ça. Ou, comment dire, indiquer ses limites, c'est essentiel. Indiquer les limites de l'hypnose, c'est essentiel. Indiquer les limites du développement personnel, vu le délire que ça peut être, c'est vital. C'est même pas essentiel, c'est vital, c'est obligatoire même. Mais on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oh, eh bien, on est pas mal pour aujourd'hui, au bout de 1 heure et demie de podcast. Ouais, quand même. Donc si on résume, si je résume, on a abordé le pourquoi on faisait ça, on a abordé qu'il y avait, toi, je te rejoins fortement là-dessus, deux grandes euh, options, dirons-nous, dans le développement personnel, entre la performance à fond et du écartolé, l'instant présent, Le retrait du le monde, retrait du monde, le cerveau, approche contemplative voilà, d'un côté, de l'autre côté, approche performance. contemplative. Nous n'existons pas, tout ceci a déjà eu lieu des milliers de fois, nous sommes Mm. énergie, ce n'est pas moi qui suis au chômage. Les deux ont leur intérêt, suivant nos moments de vie, suivant ce dont on a besoin. Aller à fond, personnellement, là, c'est vraiment dans la vie, aller à fond dans l'un, à fond dans l'autre, je suis pas pour parce que on perd vraiment du recul en étant, pas gouroutisé, mais en étant à fond dans une idéologie, on perd vraiment beaucoup de recul. T'allais dire? Oui, puis en fait, l'approche performance et l'approche contemplation se mélangent, donc s'auto-annulent, et Mm. puis chaque branche est, entre guillemets, enfin, c'est un agrégat de tout un tas de choses qui n'ont rien à voir ensemble et qui forment une espèce de tout. Et en fait, Mm. tout ça ne tient que par des éléments de langage, par du discours, par la machine à phrases. Et il y a eu insuffisamment des critiques, un esprit critique, du recul par rapport à tout ceci. Puis aujourd'hui, donc, on revenait là-dessus, mais il s'agissait aussi de prendre du recul sur la critique du développement personnel. Pas pour dire que comment dire, que la critique est inutile, elle est nécessaire, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Si vous prenez en quelques livres, vous aurez fait le tour de la question. C'est important pour nos métiers de faire cet effort-là, de prendre une distance, d'intégrer ceci, puis ensuite, peut-être qu'on arrivera à quelque chose de plus équilibré, ou en tout cas qui ira au-delà du pour ou contre. Aller au-delà. Donc on en était là, et qu'est-ce qu'on peut faire à la place de balancer nos idéologies? Aller aux sources, développer son esprit critique, se renseigner, Se questionner les personnes. rappeler qu'une posture, qu'une approche est un prétexte. À un moment donné, oui, ça peut être intéressant d'être dans la positive attitude, peut-être, oui, peut-être. À des moments, c'est peut-être pas mal d'être dans le retrait par rapport au monde, quand il y a trop de souffrance, de la maladie, des choses comme ça. Ben, dissocions-nous en attendant des jours meilleurs. En tout cas, garder à l'idée que si les gens vont là-dedans, à fond dans le dev perso, que ce soit nous, que ce soit les hypnos, les thérapeutes, que ce soit nos clients, c'est pas pour rien. C'est Ce, parce que ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont non, pas des débiles. C'est en fait, derrière le développement personnel, c'est une masse gigantesque de frustration et de souffrance. hyper bien marketé en plus pour répondre à cette frustration et cette souffrance. Et derrière la critique du développement personnel, légitime, fondamentale, essentielle, hyper importante pour protéger les gens, il y a néanmoins un refus de cette souffrance. Et ça, c'est pas bien. Eh bien, nous finirons là-dessus. Merci Yann. Voilà, devenez la meilleure version de ce que vous voulez, mais foutez les gens, foutez la paix aux autres avec ça. Merci. Tu sais ce qui serait bien, Oui. c'est qu'il y ait des réactions avec que ça débatte.
Ah oui, mais que ça débatte sur le fond et non sur la forme, comme c'est arrivé la dernière fois, où, parce que moi, ça m'intéresse vraiment de voir comment les gens se positionnent par rapport à ça. Est-ce que non, c'est vraiment utile d'avoir une croyance à fond dans quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que Est-ce que quelqu'un va me dire: «Mais moi, ma théorie, elle est sûre et certaine, ça a été prouvé par A plus B, et nous, on va apprendre un truc de fou». Donc allons-y. Si c'est après pour dire que, après il y a pas de souci, hein, qu'on est un peu taquin, un peu hautain, voire, méchant. Voire Ouais, méchant. J'ai entendu méchant, Yann. Oui, oui. oui, oui. Ça m'arrive. Eh bien, on est au courant. Vous pouvez le Et retirer, mais on est au je, courant. je suis très en paix avec ça, à certains Donc, moments. heu, donc allez-y, donnez-nous votre avis. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous auriez aimé, qu'on aborde de différent, de plus, de moins? Est-ce que ça vous secoue, ça vous choque, ça vous dérange, ça vous en tapez? Voilà, allez-y. C'est complètement OK. On va juste mettre un prérequis, argumenter. Moi, je voulais un feedback sandwich comme en PNL, tu sais, Bah non. avec le plus, la piste d'amélioration et un talent à la fin. Ça peut être, ça peut être nous dire que c'est complètement nul et infondé. C'est très bien, mais argumenter. La bonne soirée, Yann. Bonne soirée, merci à toi pour ton invitation. Et on n'a toujours pas parlé de la loi de l'attraction, mais peut-être une prochaine fois. Next time. Pour ce podcast, je n'ai pas fait de notes. J'ai par contre mis dans la description les ressources dont Yann parle. Donc vous pouvez aller voir dans la description. Il y a aussi la manière de le joindre. Il y a comment nous joindre nous. Il y a aussi nos formations. Il y a la totale. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous invite à mettre un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je ne sais même plus où est-ce qu'on peut mettre un 5 étoiles. Et à le partager sur tout le podcast si vous intéressez, à l'envoyer à des gens à qui il pourrait plaire ou qui pourraient avoir envie d'argumenter là-dessus. Et puis on attend vos retours. Merci à toutes et à tous et prenez soin de vous.